Alors, j'ai toujours une grande attention lorsque je fais des conférences à travailler sur différentes dimensions. La dimension qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est cette dimension globale dont on va parler largement, effectivement. Mais les actions qu'on va entreprendre sont les actions locales. Donc, évidemment, on peut voir ça à différentes échelles. À l'échelle d'une région, on peut voir l'environnement aussi, à l'échelle d'une ville, et plus près de nous encore à l'échelle de l'habitat. Tout ça sont autant d'environnements différents qui sont à prendre en compte. Les solutions dont on peut parler, que ce soit pour lutter contre les différentes pollutions qui nous assaillent dans notre quotidien, sont toujours des solutions locales, mais elles peuvent participer effectivement à une prise en compte globale qui est absolument indispensable aujourd'hui. Il faut s'assurer effectivement de l'état des écosystèmes qui fournissent tous ces services rendus, la biodiversité et tous les services rendus par la biodiversité, je vais les détailler, ils en font justement partie. Il faut avoir cette vision globale des choses en essayant de trouver des solutions locales. On peut attendre des politiques, on peut attendre du monde économique, mais je pense qu'il ne faut pas déjà attendre autre chose que nos propres actions de citoyens. On a chacun une capacité d'agir à ces différents niveaux, et il ne faut pas oublier d'y penser. N'oublions jamais, oui, que notre petit cocon dans lequel on essaye de se protéger se retrouve jamais que dans un environnement global, et si cet environnement global est complètement dévasté, de toute façon, ça ne nous mènera pas très très loin. Donc il faut avoir absolument, urgemment, cette vision globale de ces thématiques de santé et d'environnement. Alors la biodiversité est une thématique qui est extrêmement transversale, on va le voir, parce qu'elle aborde en fait de très nombreux sujets. Et quand on parle de biodiversité et de santé, il faut aussi concevoir la santé de façon un peu large. La santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, selon l'OMS, c'est pas seulement l'absence de maladie. Ça se définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Il y a un bien-être social aussi. Ce n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. Un copain médecin dit de façon un peu plus négative que la santé se définit comme un état précaire qui n'augure rien de bon. C'est une vision un peu moins sympathique. La définition de la biodiversité, en voici une assez officielle, je dirais, parce qu'on la doit à l'Union mondiale pour la nature, qui dit la diversité biologique ou la biodiversité c'est juste la contraction de cette diversité biologique, est la variété et la variabilité, parce que c'est très dynamique, la biodiversité, on va le voir, de tous les organismes vivants. Cela inclut la variabilité génétique à l'intérieur des espèces et leur population, la variabilité des espèces et de leur forme de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et leurs interactions, et celle des processus écologiques qui influencent ou dont ils sont les acteurs. Un peu compliqué tout ça, mais c'est pour dire que la biodiversité, ce n'est pas simplement la diversité des espèces. C'est au sein des espèces des variations qui vont petit à petit apparaître avec le temps, avec des facteurs de mutation par exemple, et puis des interrelations entre les différentes espèces. Alors, on exprime la biodiversité habituellement par le nombre total d'espèces. On fait ça assez simplement, et on calcule le nombre d'espèces animales, végétales, de champignons aussi, mais aussi de micro-organismes présents sur la planète. Ce qui est assez surprenant sur le sujet, c'est que autant on a des données à peu près précises sur le nombre de ces espèces animales, végétales, microscopiques, etc., autant on a beaucoup de mal à évaluer la quantité totale de la biodiversité présente sur la planète. Parce qu'on a du mal, bien évidemment, à évaluer l'importance de ce que l'on ne connaît pas, par définition. On pense aujourd'hui qu'à peu près, on a à peu près observé 1,740 millions d'espèces déjà connues, donc. Et le nombre réel d'espèces présentes sur la planète se situerait quelque part entre 12 et 14 millions. Certains auteurs vont jusqu'à 30 millions, d'autres un peu moins. Bon, c'est vous dire, on a quand même une grande part d'inconnus sur l'état de la biodiversité qu'il nous reste à découvrir. Et quelque part, on va le voir, c'est un trésor extraordinaire et une nécessité pour nous aujourd'hui, propriétaires de cette précieuse ressource de biodiversité, de la transmettre dans les meilleures conditions à nos descendants. Ça, c'est joli. Dans la réalité, c'est malheureusement un peu moins vrai. Mais on voit, ne serait-ce qu'en prenant une échelle basse ou même à 10 millions d'espèces présentes sur la planète, on en a décelé, on en a identifié et observé qu'une toute petite partie. Quelques idées pour montrer à quel point on découvre cette biodiversité à grande vitesse. On découvre 2 nouvelles espèces d'animaux chaque année, principalement dans les forêts tropicales. C'est dans les forêts tropicales qu'on a un très gros gisement de biodiversité encore à connaître. Ce n'est pas le seul endroit. Une espèce nouvelle de baleine chaque décennie. Alors quand même, des baleines, on a l'impression qu'on pourrait avoir fait le tour. Eh bien non.
Les océans sont immenses, hein, on le sait très bien, on cartographie bien mieux aujourd'hui la surface de la Lune, même la face cachée de la Lune, que le fond de nos océans. En fait, on connaît bien moins le fond de nos océans que certains astres qui nous sont très proches. Et puis un nouveau singe, par exemple, de temps en temps. Là, quelques données, ça montre à quel point, effectivement, c'est aussi des découvertes très récentes. Début des années 80, on a identifié 32 espèces nouvelles de champignons dans le sud de l'Angleterre. 130 espèces nouvelles de blattes en Guyane ont été découvertes en 1991. Sympathique les blattes. Hein. 130 espèces nouvelles. 14 espèces découvertes en un mois seulement en 2008 dans une région du Brésil. Quand les scientifiques commencent à s'intéresser à cette biodiversité dans des coins qui sont encore mal identifiés, c'est tout le temps une récolte assez extraordinaire de toutes sortes de populations, animales, végétales, etc. Et dans la dernière décennie, pratiquement entre 2000 et 2010, 600 nouvelles espèces ont été découvertes à Madagascar. 600 espèces nouvelles à Madagascar. Les îles, que ce soit La Réunion, Madagascar par exemple, pour être à proximité effectivement de cette zone, ce sont des populations animales et végétales qui se sont développées à l'écart du reste de la planète, en tout cas à l'écart des autres massifs des terres émergées. Du coup, on a des populations qui ont évolué de façon un petit peu spécifique, et on a dans ces îles une très grande biodiversité. 1000 espèces ont été découvertes en Nouvelle-Guinée et 1200 en Amazonie, qui constituent, je vous le disais, encore un des très très gros réservoirs de biodiversité. Alors, je termine de présenter cette histoire sur la biodiversité avant de rentrer dans le sujet plus précis qui nous intéresse, mais c'est donner un petit peu le contexte. La durée de vie moyenne d'une espèce, parce que les espèces apparaissent, mais aussi disparaissent. Et là, indépendamment de ce que fait l'homme. Est-ce que le panda aurait survécu si l'homme ne l'avait pas sauvé? On n'a pas simplement modifié son habitat, mais le panda n'aurait probablement pas survécu si on n'avait pas décidé d'en faire un emblème, notamment pour une association que vous connaissez, je pense. C'est vrai que on a une perception aujourd'hui de l'érosion de la biodiversité qui est liée à des populations animales que nous connaissons. Tout le monde connaît les girafes, les éléphants, les pandas, etc. Mais pour une seule de ces espèces connues, identifiées, répertoriées, que les enfants connaissent même, etc., combien disparaissent dans un anonymat complet, puisque la plupart de ces espèces n'ont jamais été découvertes. Le taux normal, alors la durée de vie moyenne d'une espèce de 1 à 10 millions d'années, avec des variations importantes. L'être humain, par exemple, en tant qu'espèce, on n'a pas 1 million d'années, hein. On a quelques centaines de milliers d'années tout au plus. 200 000 ans, peut-être 300 000 ans, 400 000 ans pour certains auteurs. Mais on est une espèce très récente et qui a été capable de bouleverser complètement, vous le savez, son environnement. Le taux normal d'extinction des espèces, c'est une espèce sur 1000 qui disparaît tous les 1000 ans. Autant vous dire que ce qu'on observe aujourd'hui en termes de disparition des espèces, je vais le présenter, ça va infiniment plus vite que le rythme habituel de disparition des espèces. Alors on pourra toujours dire qu'il y en a des nouvelles qui apparaissent pendant ce temps-là, effectivement, mais malheureusement, est-ce que ça compense les variétés qui disparaissent aujourd'hui? Ça, c'est autre chose. 99% des espèces ayant vécu sur notre planète sont aujourd'hui éteintes. Et oui, ça laisse songeur aussi. Le gros de la biodiversité s'est déjà effondré et a réussi à réémerger, parce que on peut s'émouvoir, et à juste titre, de l'érosion de la biodiversité à notre époque. Alors certains diront de façon très optimiste, oui, mais elle va finir par se reconstituer. Vous voyez, dans quelques millions d'années. Il faudra faire preuve de patience. Le ginkgo biloba, vous connaissez peut-être, un arbre qui est très ancien aussi, 200 millions d'années. C'est un arbre préhistorique, 200 millions d'années. C'est énorme pour un arbre. Il a traversé des époques qu'on n'aurait probablement pas traversées, notamment l'effondrement des populations de dinosaures il y a 65 millions d'années. C'est un arbre assez extraordinaire, ne serait-ce que d'avoir été capable de résister à ces environnements aussi hostiles. Il y a eu en fait 5 crises biologiques majeures qui ont vu l'érosion très forte de la biodiversité. Dans certains cas, c'était 50%, certains vous disent les 2/3 de la biodiversité qui ont disparu. Dans beaucoup de ces épisodes, qu'on doit notamment à des activités volcaniques, à des chocs avec des collisions avec des géocroiseurs, des astéroïdes qui se sont abattus sur la planète. C'est ce qu'on évoque couramment pour la fin du Crétacé, vous savez, la disparition des dinosaures. C'est peut-être pas forcément ça, on n'est même pas forcément sûr, mais en tout cas, il y a 65 millions d'années, on a eu le dernier grand cycle d'extinction de la biodiversité.
Bon, 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent et laissent la place en fait aux mammifères, laissent la place à ceux qui vont ensuite petit à petit coloniser la planète, donc notamment les êtres humains, dans la toute fin de partie bien sûr de cette époque. Eh bien, les êtres humains ont toujours cherché individuellement et collectivement à laisser leur empreinte dans leur environnement pour essayer de garder qu'on garde une trace de notre passage. Eh bien, si ça peut nous rassurer, c'est déjà fait. L'être humain est en train de conduire à ce 6e grand cycle d'extinction des espèces. Nos générations, en fait, depuis le début du XXe siècle, pour faire simple, on est en train effectivement de participer à ce 6e grand cycle d'extinction des espèces et nous laissons déjà notre trace dans l'histoire de la planète. Parce que dans l'histoire de l'humanité, encore sur quelques centaines de milliers d'années, c'est pas grand-chose, mais dans l'histoire de la planète de plus de 4 milliards d'années, là, ça laisse songeur. Nous sommes capables maintenant, nous resterons dans les livres d'histoire si l'humanité persiste et poursuit sa quête, poursuit son histoire. Eh bien, même dans 1 million d'années, dans 10 millions d'années, on parlera encore de notre époque en disant c'est l'époque où effectivement le 6e grand cycle d'extinction des espèces s'est fait. Et là, c'était les êtres humains qui en étaient responsables. On est content, on laisse notre trace dans l'histoire de la planète. Oui, alors ça, bien évidemment, on pourrait être fier de plus d'autres choses que de ce genre d'événements. L'extinction des espèces devient extrêmement préoccupante aujourd'hui, selon ces institutions effectivement internationales. Plus du quart des espèces sont menacées au niveau de la planète, dont notamment 42% des amphibiens, 34% des conifères, 33% des coraux, 31% des requins et raies, des mammifères 26% et des oiseaux 13%. Cette érosion, elle est catastrophique, elle s'opère sous nos yeux, dans une indifférence à peu près complète, parce que franchement, l'essentiel de la population, ça ne nous passe que très très loin au-dessus des oreilles. On n'a pas l'impression en plus que c'est très très fortement, ça puisse très fortement impacter notre activité et notre santé par exemple. Là, des scientifiques se sont penchés un petit peu sur les grandes raisons, les principales raisons de l'extinction de cette biodiversité. C'est un document assez récent, il classe ça comme ça. C'était un document qui a été publié au mois d'août. La première de leurs craintes, la première de l'explication de cet effondrement de la biodiversité pour eux, c'est la surexploitation des ressources, avec la chasse, le braconnage, la pêche, l'exploitation forestière. On va revenir sur quelques-uns de ces éléments. L'agriculture, notre modèle agricole particulièrement, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs comme il y a 15 000 ans, on s'est sédentarisé, l'agriculture a aussi conduit à son lot de pression sur l'environnement, donc à une réduction de la biodiversité. Alors l'agriculture à travers l'alimentation humaine, l'alimentation animale, et aussi bien sûr les agrocarburants. On a aujourd'hui des cultures qui prennent de plus en plus de place, notamment pour nourrir du bétail ou pour nourrir des carburateurs automobiles. Quand dans le même temps, faut-il le rappeler, c'est pratiquement 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Il y a quand même quelque chose d'un peu obscène à continuer à dédier des cultures à la production d'agrocarburants. Le développement urbain, les espèces invasives, les espèces qui se sont déplacées ailleurs que l'endroit où elles sont nées, en quelque sorte, j'allais dire. On en connaît dans nos régions. Hein. Vous avez par exemple la renouée du Japon. Je ne sais pas si vous voyez cette plante qui ressemble ça ressemble à un bambou d'un peu près. Cette renouée du Japon, quand on l'a repérée, on la voit partout. C'est très impressionnant. Les espèces végétales sont plus faciles à identifier que les espèces animales qui, elles, évidemment, n'ont pas forcément pouvoir les observer facilement. La pollution, les transformations des milieux liées au feu, aux barrages, le réchauffement climatique. Ça, c'est en ordre d'importance, selon ces scientifiques. Le réchauffement climatique intervient en fait relativement bas dans la responsabilité de l'effondrement de la biodiversité, mais les experts qui ont établi cette liste disent très clairement, attention, pour l'instant c'est en 7e position, mais rassurons-nous, il va monter de plus en plus haut, parce que la pression effectivement sur les écosystèmes liés au réchauffement climatique aura des impacts de plus en plus lourds. Déplacements humains, les routes, les voies ferrées qui sont en endroits qui sont à être imperméabilisés et complètement artificialisés bien sûr, et aussi les extractions minières. Alors, pour être tout de suite dans le très concret, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens? Je vous signale, par exemple, pour éviter de participer au premier de ces postes, notamment à l'exploitation forestière qui atteint des proportions gigantesques. Vous savez qu'on érode les grands massifs forestiers, les grandes forêts primaires. On parle de forêts primaires parce que c'est telles qu'elles étaient avant l'arrivée de l'homme, pour ce qu'il en reste. La forêt tropicale d'Amazonie, du bassin du Congo en Afrique aussi, et de l'Indonésie. Dans chacune de ces régions, on va exploiter des forêts pour différentes régions. La culture, du côté de l'Amazonie, par exemple, pour faire du soja qu'on va ensuite exporter dans les pays riches pour donner à manger au bétail des pays riches.
En Afrique, par exemple, aussi, pour la production de bois, du bois d'œuvre, on est parmi les principaux importateurs, nous, Français, de bois précieux africains, avec lesquels, notamment, on fabrique des cercueils. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable d'imaginer qu'on continue de faire une déforestation en Afrique, dans des forêts primaires d'une extraordinaire richesse pour fabriquer des cercueils pour des Occidentaux. On se compterait qu'entre quatre planches, quand on sera entre quatre planches, que ce soit du chêne, que ce soit du sapin, ou que ce soit même du carton recyclé, ça ne changera pas grand-chose. Hein, voilà, mais enfin, ça c'est... et puis il y a aussi bien sûr l'exploitation forestière du côté de l'Indonésie, notamment beaucoup liée à l'utilisation d'huile de palme, dont on parle beaucoup dans les produits alimentaires, mais aussi bien sûr dans les cosmétiques, dans toutes sortes d'usages. En fait, l'huile de palme est très très utilisée. Je vous signale d'ailleurs des labels intéressants à repérer en tant que consommateur sur tout ce qui est des produits issus des forêts, issus du bois. Alors ça va être du bois directement, ça peut être aussi du carton, du papier par exemple. Le label FSC est un label parmi les plus solides en termes de qualité. Repérer un tel label quand on achète du bois, c'est directement participer à la préservation des ressources forestières de la planète. Vous avez un label nettement moins exigeant, sur lequel je suis beaucoup plus critique, qu'on voit beaucoup plus couramment en France, le PEFC, qui est un label qui a été mis en place par la filière bois, en fait, pour contrer un petit peu, je pense, le label FSC. Ça, c'est quelques gestes citoyens, la recherche de ce label FSC, par exemple, qui peut être un critère d'achat dans des collectivités aussi. On voit ce genre de choses dans des collectivités qui se positionnent clairement par rapport à des achats éthiques. Et puis je dirais qu'un autre grand tueur qui n'a pas été mentionné dans le document précédent et qui n'a pas été repéré par les scientifiques, c'est l'ignorance. Ça, c'est affligeant. C'est affligeant parce que c'est quelque part la sous-culture, le manque de curiosité, de connaissance, l'ignorance de tout ce qui est des facteurs de biologie, d'écologie, qui conduit aussi bien souvent à l'érosion de cette biodiversité. L'ignorance, qui est d'ailleurs aussi un facteur, à mon avis, au moins aussi important de toutes sortes de mécanismes de pollution. Voici un exemple, c'était un élu qui disait ça dans une réunion publique. Nous sommes victimes d'intégrisme et de terroristes de l'environnement. Sous les prétextes de défendre quelques plantes ou quelques insectes, ils vont foutre tous nos projets en l'air. Ça, c'est le petit crapaud, c'est la petite libellule, c'est le petit papillon qui... on n'y touche pas, on est dans une zone, effectivement, on est sur une espèce protégée, on ne peut pas faire d'aménagement lourd là-dessus. Et c'est vrai que pour beaucoup, que ce soit des élus, que ce soit des citoyens lambda, on ne comprend pas. Il y a des petits poissons, des petits oiseaux, il y en a partout, on ne va pas nous casser les pieds avec voilà, la situation particulière. On peut très bien s'occuper de cet espace comme on avait prévu de le faire, sans prendre en considération ce genre de choses. Ça, c'est un mépris incroyable pour cette biodiversité, c'est un manque de connaissances. J'ai beaucoup fait aussi de l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, ça commence toujours par apprendre les choses. On commence à respecter ce que l'on connaît. On commence à respecter même quelqu'un, je dirais, on commence à avoir plus d'attention à quelqu'un dès lors qu'on le connaît, bien évidemment. Et le respect passe aussi par la connaissance. Et bien c'est pareil, je pense, pour la nature, c'est pareil aussi pour la santé. C'est en se connaissant mieux, en connaissant mieux son corps, qu'on fait mieux attention à sa santé. Eh bien, c'est pareil pour l'environnement. On commence à connaître tel insecte, telle petite plante, etc. Et on commence de fait à y faire attention parce qu'elle ne nous est plus complètement étrangère, elle ne nous est plus anonyme. Et c'est, je pense, le manque de culture de l'environnement, je dirais, qui est probablement une des causes principales globales de l'atteinte de la biodiversité.